Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi le traitement médicamenteux pour le tas est l'un des traitements les mieux acceptés en psychiatrie et donne les meilleurs résultats pour ceux qui ont le tas. Aujourd'hui, tu vas aussi comprendre quels sont les signes que tu as le tas. Les deux grandes catégories de symptômes du tas et tu vas comprendre, en approfondissant les médicaments, quels sont les mécanismes d'action des médicaments. Ce qu'ils font exactement dans ton cerveau et aussi quels sont les risques, quels sont les effets secondaires et quel genre de précautions tu dois prendre si tu commences le traitement médicamenteux pour le tas. D'accord ? La première chose que je veux que tu comprennes. Tas signifie trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Il y a deux grands ensembles de symptômes du tas, les symptômes liés à l'inattention et les symptômes liés à l'hyperactivité. Dans cet ensemble de symptômes d'inattention, tu as tendance à procrastiner, c'est-à-dire, à laisser les tâches pour la dernière minute. Tu as des difficultés à maintenir ton attention, c'est-à-dire, à te concentrer sur une seule chose sans te disperser. Tu es facilement distrait. Et tu as aussi tendance à perdre des objets et à oublier des rendez-vous. Tout cela fait partie de cette catégorie d'inattention. Et tu auras d'autres symptômes liés à l'hyperactivité. Tu es agité physiquement. Tu es impatient, tu veux que quelque chose commence ou se termine rapidement. Si, par exemple, une réunion est déjà terminée depuis 1 minute, tu commences à t'agiter parce que tu veux que ça se termine rapidement. Tu parles beaucoup et parfois tu interromps les autres pendant qu'ils parlent et tu prends des décisions plus impulsives. On peut penser aux décisions sexuelles impulsives, à la promiscuité et à sortir avec n'importe qui par impulsivité, tu vois. Tu fais des achats impulsifs. J'ai eu envie, j'ai acheté, j'ai dépensé. Tu utilises des substances par impulsion, de l'alcool, des drogues, etc. Donc, ce sont deux ensembles de symptômes, mais la même maladie. Mais regarde, la plupart des gens atteints de tas n'ont pas fortement les symptômes de la partie inférieure. On divise le tas en 3 sous-types, le type inattentif, le type hyperactif et le type mixte. 70% des gens, comme tu peux le voir ici, sont du type inattentif, seulement 20% sont du type hyperactif. Qu'est-ce que cela signifie ? 20% des personnes ont une emphase, sont beaucoup plus attentives aux symptômes d'hyperactivité qui sont ici en bas. Pour la plupart des gens atteints de tas, le problème qu'ils vont avoir dans leur vie est beaucoup plus lié aux symptômes d'inattention. Comme ceci en haut, la procrastination, laisser les tâches à la dernière minute, car cela implique également une difficulté à s'organiser, à maintenir l'attention, la facilité à se distraire, perdre des objets, oublier des rendez-vous. Maintenant, la plupart des gens que tu vois quand tu penses à l'image de tas, qui est la personne atteinte de tas. Pendant notre enfance, on imaginait que le tas signifiait un enfant qui bouge beaucoup, qui coupe toujours la parole du professeur, cet enfant difficile à calmer, qui se lève toujours de sa chaise, qui dérange en classe, qui est le type hyperactif. Mais 70% des personnes atteintes de tas n'ont pas fortement ces symptômes d'hyperactivité, donc beaucoup d'entre elles ont passé leur enfance et leur adolescence sans recevoir de diagnostic. C'était mon cas. J'ai eu la chance et le malheur en même temps d'avoir le tas, mais aussi d'être une personne assez intelligente à l'école. Donc, je réussissais mes examens. Je n'étais pas hyperactif, mais j'avais des difficultés à m'organiser. Je ne pouvais me concentrer en classe que les derniers jours avant l'examen. Et là, j'apprenais tout ce que je devais apprendre en classe et réussissais l'examen. Maintenant, si j'avais reçu ce traitement dès le début, j'aurais peut-être eu une vie très différente, peut-être moins de relations qui ont mal tourné, moins de problèmes d'achats impulsifs, plus de productivité et de rendement dans mon travail, moins de problèmes de sommeil. Mais le tas de type inattentif, bien que le plus courant, est parfois le moins diagnostiqué. La deuxième chose que tu dois comprendre, d'accord ? Le tas, c'est un trouble du neurodéveloppement et il est hautement génétique et héréditaire. Lorsque nous parlons de tas, nous ne parlons pas de quelque chose que tu acquiers. Je marchais dans la rue, j'ai touché un poteau, j'ai frotté mes yeux et j'ai acquis le tas. Non, n'est-ce pas ? Ce n'est pas non plus comme la dépression et l'anxiété que tu développes, la dépression et l'anxiété. Le tas est beaucoup plus quelque chose qui t'arrive en raison principalement de l'influence génétique, plutôt que quelque chose que tu as acquis ou développé.
Les estimations suggèrent aujourd'hui que 75% des symptômes du tas sont génétiquement causés et les 25% restants sont le résultat de l'influence de l'environnement. Donc, on doit regarder un peu les facteurs génétiques qui augmentent les chances d'avoir le tas. Et d'une manière très intéressante, il y a un résumé ici d'études qui ont déjà été réalisées montrant que, par exemple, 50% des enfants d'un couple dont l'un des parents a le tas auront la maladie, 45% des enfants qui sont restés un jour ou plus en soins intensifs néonataux. Tu dois voir les symptômes apparaître avant l'âge de 12 ans. Mais pour la plupart des gens, les symptômes commencent entre 3 et 8 ans, et curieusement, c'est 2 fois plus fréquent chez les hommes. Mais cela peut aussi être dû au fait que les femmes ont plus le type inattentif de tas et que les femmes ont naturellement plus de succès dans les milieux scolaires, le tas passe donc souvent inaperçu chez les femmes pendant l'enfance et l'adolescence. Et ensuite, à l'âge adulte, la femme va chercher ce qui s'est passé, et beaucoup ne cherchent même pas. Il est très courant d'avoir un tas non traité, car de nos jours, il est encore considéré comme une maladie qui touche les enfants et qu'une fois à l'âge adulte, on n'a plus besoin de parler de tas. D'accord ? Tu comprends bien que le tas n'apporte aucun avantage cognitif ou social à l'individu. Il y a un mythe selon lequel peut-être avoir le tas serait comme un super pouvoir. En réalité, avoir le tas augmente ton risque de nombreux problèmes sociaux et cognitifs également. Donc, les personnes atteintes de tas ont statistiquement plus de chances d'être impliquées dans des accidents de voiture. Les femmes et les hommes atteints de tas ont beaucoup plus de chances d'être impliqués dans une grossesse non désirée. Ils ont beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes avec la police et des problèmes de toxicomanie. Donc, la personne atteinte de tas n'a aucun avantage à avoir la maladie. Même si certaines personnes sur les réseaux sociaux aiment la romantiser, il n'y a aucun avantage. En comprenant cela, je veux que tu comprennes comment les médicaments pour le tas fonctionnent. La classe de médicaments qui traite le tas est celle des psychostimulants. Nous avons principalement ces 3 marques, Ritalina, Concerta et Venvance. Comment est-ce que je comprends le mécanisme d'action de ces médicaments ? Tant la Ritalina que le Concerta et le Venvance étant des psychostimulants, ils agissent sur le système nerveux central, c'est-à-dire, ils agissent vraiment sur ton cerveau. Et ils agissent sur ton cerveau en augmentant les niveaux de 2 neuromodulateurs que nous appelons la dopamine et la noradrénaline. Un neuromodulateur est simplement une substance libérée par un ou plusieurs neurones. Et cette substance n'affecte pas seulement le neurone suivant, elle affecte plusieurs neurones en même temps. C'est pourquoi elle n'est pas un neurotransmetteur. Un neurotransmetteur affecte le neurone suivant dans la chaîne. Le neuromodulateur affecte plusieurs neurones en même temps dans cette région, comme si tu lançais une bombe là-bas, une bombe de peinture qui colore les choses autour. La noradrénaline est un neuromodulateur qui a pour caractéristique d'augmenter l'excitabilité des neurones, c'est-à-dire qu'elle rend les neurones affectés par elle plus excitables, plus stimulables, plus actifs. Et le résultat final de cela, c'est que la noradrénaline est associée à un état mental d'être plus alerte, éveillé et concentré. Quand on pense à la concentration, à l'alerte, à l'éveil, on pense à la noradrénaline. C'est le contraire d'être endormi. Maintenant, quand je regarde la dopamine est un neuromodulateur qui est associé à un état mental de recherche et de poursuite. Dans le bon sens. Je poursuis un objectif. Je veux résoudre des choses. Je me sens dans ce mode d'action. Tu sais quand tu t'assois devant l'ordinateur et tu dis « je vais résoudre les choses maintenant » ou quand tu es dans une journée où tu te réveilles super reposé. Tu prends un café, tu as la journée libre et tu as envie de résoudre des choses. C'est un état dopaminergique. Donc d'un côté, nous avons la noradrénaline, qui est un neuromodulateur lié à être éveillé, alerte. Et de l'autre côté, tu as la dopamine, associée à être dans le mode d'action, je vais résoudre des problèmes, je vais faire avancer mes projets, je veux évoluer. Ce qui se passe tout au long de la journée, les gars. L'idée, quand tu es un être humain en bonne santé, c'est que pendant la matinée et le début de l'après-midi, ton corps est dans un état plus dopaminergique, cherchant à résoudre des choses, à faire, à rechercher. De l'après-midi jusqu'au soir, tu entres dans l'état le plus sérotoninergique. La sérotonine est un neuromodulateur associé à un état mental de non-désir, mais d'appréciation.
Donc, la sérotonine est connue comme le neuromodulateur de la bonne humeur, car lorsque tu as beaucoup de sérotonine dans ton système nerveux central, ton état d'humeur est un état de satisfaction par rapport à ce que tu as. Autrement dit, la sérotonine augmente et tu es dans un état de relaxation, d'appréciation de ce que tu as, de réalisation de tâches plus créatives, de détente. Donc, il y a un équilibre naturel de ces neurotransmetteurs. Cependant, dans le tas, il y a un niveau inférieur de ces neurotransmetteurs en circulation, donc la personne atteinte de tas aura naturellement moins de dopamine et moins de noradrénaline. Par conséquent, la personne qui aura plus de difficultés à rester alerte et à rechercher des choses. Et tu peux penser, mais s'il manque de dopamine, de noradrénaline, pourquoi la personne ne se sent-elle pas simplement triste alors ? Pourquoi n'a-t-elle pas de dépression ? Puisque la dopamine et la noradrénaline te donnent envie de faire des choses et te mettent en alerte, la personne ne devrait-elle pas être un peu déprimée, sans énergie, etc. D'un côté, oui, les personnes atteintes de tas ont un manque d'énergie, un manque d'enthousiasme. Mais ce qui se passe dans le tas, c'est le suivant, écoute bien, les comportements du tas, de toujours changer de stimulus. Je prends un peu le téléphone portable, puis je m'ennuie et je passe à l'ordinateur, puis je m'ennuie à nouveau. Je manipule ce verre, je m'ennuie et je regarde cette carte. Ces comportements sont une forme inconsciente pour la personne de se stimuler, car lorsque nous nous stimulons avec des nouveautés, des choses qui distraient, notre niveau de dopamine augmente. Tu comprends ? Lorsque tu as un enfant atteint de tas dans la salle de classe qui se lève et se rassoit, se lève de sa chaise et se rassoit à nouveau, va à la fenêtre et la ferme, entame une conversation avec un camarade de classe. D'où vient cette envie de parler aux camarades de classe ? De se lever de la chaise ? De courir ? D'où vient cette impulsion ? Cette impulsion vient de son cerveau, qui réalise qu'il est dans un état sous-stimulé, car il a une faible dopamine, et le cerveau commence à faire des choses pour augmenter sa dopamine. Et qu'est-ce qui augmente notre dopamine ? Le mouvement et la nouveauté, c'est-à-dire bouger et chercher de nouveaux stimuli. L'enfant se stimule parce qu'il a un faible niveau de dopamine et qu'il veut atteindre un niveau de dopamine OK pour pouvoir se concentrer. Tu vas voir que de nombreuses personnes atteintes de tas peuvent se concentrer si elles se stimulent. Donc, dans l'environnement de travail, les personnes atteintes de tas vont mettre de la musique, elles vont battre du pied, elles vont faire quelque chose avec le stylo, comme ça. L'objectif de tout cela est de se stimuler inconsciemment pour atteindre le niveau de dopamine où elles peuvent se concentrer. Que fait le médicament alors ? Le médicament élève ton niveau de dopamine et de noradrénaline de manière à ce que ton besoin de te stimuler diminue. Lorsque la personne prend un stimulant et que tu penses « Eh bien, c'est étrange, n'est-ce pas ?» Tu prends un stimulant, comme de la caféine, une boisson énergisante, puis, dans ce cas, un médicament, la Ritalina, le Concerta ou le Venvance, alors que la personne est déjà hyperactive, elle prend quelque chose qui la rend encore plus active et pourtant elle reste concentrée ? N'est-ce pas bizarre ? Ce n'est pas bizarre. Parce que maintenant tu comprends que la personne est agitée pour une raison et que le médicament résout cette raison, tu comprends ? C'est précisément pour cela que les médicaments pour le tas sont parmi les plus efficaces en psychiatrie. Plus de 70% des personnes traitées constatent une nette amélioration. Mais évidemment, lorsqu'on parle de médicaments, il y a des effets secondaires. Et je vais parler des effets secondaires ici. Quels sont les risques associés aux médicaments pour le tas ? Le premier risque est qu'il existe un risque de tolérance. Tous les médicaments qui ont un effet immédiat ont une forte probabilité de développer une tolérance. Donc, dans les premiers jours et les premières semaines où tu utilises de la Ritalina, par exemple, tu ressentiras l'effet beaucoup plus fort que dans quelques mois ou dans un an. Ton corps développe une tolérance et alors, que fait-on pour avoir encore un effet positif dans la vie du patient ? Le psychiatre va augmenter la dose ou le psychiatre va faire ce que nous appelons une rotation. Il va alterner les médicaments que tu prends. Il peut commencer par la Ritalina, puis passer au Concerta et ensuite revenir à la Ritalina. Et c'est ainsi qu'il gère la tolérance. L'abus, qu'est-ce que cela signifie ? Comme la Ritalina, le Venvance et le Concerta ont des effets immédiats, il se peut que tu finisses par abuser de ce médicament en raison d'une faiblesse.
Et abuser signifie simplement utiliser plus que ce que le psychiatre a recommandé. Il t'a dit d'en prendre un, mais tu en prends 2 ou 3. Et cet abus peut entraîner une dépendance physique aux médicaments. C'est pourquoi nous ne devons jamais abuser. Nous devons utiliser les médicaments conformément aux recommandations du psychiatre, d'accord ? Enfin, l'insomnie est également un risque courant, surtout si tu prends le médicament plus tard dans la journée. Si ton médicament a un effet de 10 heures, par exemple, tu dois le prendre vers 7 heures du matin, de sorte qu'il commence à 7 heures et se termine à 17 heures de l'après-midi, et alors tout va bien, n'est-ce pas ? Prendre une dose plus tard peut comporter ces risques. Et la perte d'appétit est également assez courante. Certains patients apprécient cette perte d'appétit parce qu'ils veulent perdre du poids. Beaucoup de patients perdent du poids lorsqu'ils prennent des médicaments pour le tas, mais certains patients n'aiment pas cette idée. Bientôt, les patients qui ont du mal à prendre du poids, qui essaient de gagner plus de masse musculaire. Ma suggestion, peut-être être accompagné par un nutritionniste pour essayer d'avoir le maximum de soutien dans ces questions. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, de commenter ce que vous en pensez et de la partager avec d'autres. Merci et à la prochaine.